Alors, un petit pense-bête, je vous ai mis des questions en jaune fluo pour mémoire, pour votre réflexion ultérieure après cette séquence. Au fait, là, vous êtes dans cette salle parce que vous êtes inscrit à la CEC, n'est-ce pas? Est-ce que pour autant, vous avez eu le temps à date de vous reposer toutes les questions de pourquoi êtes-vous devenu dirigeant d'entreprise, de cette entreprise en particulier, pourquoi faire, sur la base de quelles valeurs qui sont les vôtres, et combien de temps et d'alliés vous avez pour mener ces batailles? Je vous encourage vivement à juste reprendre ces 3 questions et essayer d'écrire des réponses à un moment donné, parce qu'on n'arrive à rien si on n'a pas écrit le pourquoi, mais vraiment votre pourquoi personnel, pas le pourquoi de l'entreprise. Bon, voilà, elles sont là en jaune fluo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Pour la transition de l'entreprise, du coup, il me semble que parmi les nouvelles aptitudes nécessaires aux leaders, il y a beaucoup d'intelligence du cœur que nous, chez HLU, on définit par l'empathie, l'intuition et le courage. L'empathie, en précisant d'entrée de jeu que si vous avez beaucoup d'empathie, mais qu'elle est manipulatoire pour amener les gens exactement là où vous voulez qu'ils aillent, ce n'est pas exactement ça qui va amener une dynamique de projet constructive. Et que donc, ça va m'amener à vous parler d'abord d'un truc qui s'appelle le Dark Factor, les traits obscurs de personnalité du dirigeant, qui sont issus des travaux de recherche des universités allemandes et danoises. Chacun de nous, dirigeant ou pas d'ailleurs, a une face sombre dans sa personnalité. Qu'est-ce que c'est que la face sombre? C'est la tendance à se servir en premier et à profiter d'autrui à son bénéfice. Il y a 15 façons de le faire. Je suis trop cupide, je suis trop égoïste, je suis machiavélique, je suis carrément psychopathe, etc. Je suis trop narcissique, bref. La population générale a des traits obscurs de personnalité. Les dirigeants d'entreprise et les dirigeants de très grandes entreprises ont en général un facteur D plus élevé que la population générale. Globalement, plus égoïste, plus machiavélique et assez souvent avec des traits psychopathiques. Alors dans cette salle, avec des patrons de PME et de TI, je n'ai pas trop pour l'instant ressenti d'ondes négatives de psychopathes. Par contre, j'en ai croisé beaucoup dans le CAC 40, un peu trop. Tout ça pour vous dire qu'on ne conduit pas la transition si on n'a pas fait un peu un diagnostic de soi-même. Dit autrement, si vous vous dites, tiens, pour mener la transition, cette année, concrètement, il va falloir qu'on fasse plus d'investissements verts et verdissants, et ça va m'amputer d'une partie de ce que je vais, moi, prendre comme argent. Si vous-même avez un goût pour l'argent extrêmement prononcé, ça va être difficile. Si vous êtes dans une logique de grand narcissisme, vous allez vous dire je vais faire cocorico et faire le héros de la transition partout et c'est hyper gratifiant. Mais au fond, j'ai rien fait. Donc je vous encourage vivement à faire le test du Dark Factor, qui est gratuit, en ligne, à ce lien jaune fluo, pour savoir quelle est la face obscure de votre personnalité et sur quoi. Vous le gardez pour vous, hein, bien sûr. Chez HLU, on l'a tous fait, c'est très marrant. Et en général, c'est quand même un miroir assez représentatif de ce qu'on sait qu'on est au fond. Bon, donc ça va aller d'autant mieux parce que ça va vous permettre de passer à des choses beaucoup plus concrètes qui est, bon, maintenant que vous savez qui vous êtes, un peu mieux, vous allez pouvoir utiliser différents ingrédients et notamment une meilleure connaissance de votre système de valeurs et de celui de vos collaborateurs et parties prenantes. Un des plus gros écueils de la transition, c'est de penser que les autres personnes pensent comme vous et ont les mêmes valeurs. Bon, ça, vous le savez, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est évidemment complètement faux. Non seulement vous n'allez pas d'accord sur la façon de mener des projets pour la transition de votre boîte, mais pire que ça, il y a la partie immergée de l'iceberg qui est vous n'avez pas le même système de valeurs que le voisin. Du tout. Voilà. Et concrètement, dans les systèmes de valeurs que je vais décrire juste derrière, 10 à 20% de la population générale a des valeurs dans le domaine de l'écologie et de la vision systémique qui est tout est lié. Quand j'achète un téléphone, bien entendu, il y a eu des mines, de l'extraction minière, il y a la consommation électrique. C'est évident et important pour 10 à 20% de la population. Mais 80% de la population générale a des valeurs qui sont plutôt dans d'autres catégories de valeurs, qui sont ici. Valeurs de survie, importance de ma famille et de mes proches, importance de la qualité des relations, importance des structures d'organisation de la société et de pouvoir. Donc vous allez avoir un dialogue de sourds parce que les uns vont dire « j'agis au nom de telle valeur », mais ça ne va pas rencontrer les valeurs des autres. Or, vous pouvez tout à fait mener une décision ou un projet qui va avoir du sens pour l'entreprise et pour la société à l'intersection des valeurs, pour peu que vous ayez conscience que bidule, il veut juste son bonus à la fin de l'année, et c'est pas grave, mais vous allez indexer les rémunérations variables sur la réduction de CO2, par exemple. Vous n'allez pas essayer de le faire changer de système de valeurs parce que ça n'arrive pas. Ça va ?
Donc c'est cet outil-là que je voulais vous présenter principalement. Il y a en bas des papiers de recherche plus précis, un site web de l'Observatoire des valeurs pour aller un peu plus loin, des livres à lire sur ces sujets, parce que j'ai constaté maintes fois, y compris chez Decathlon par exemple, mais dans plein d'entreprises petites ou moyennes, que c'est même pas le projet ou la décision qui est en jeu, c'est le conflit de valeurs sous-jacent qui est toujours implicite, parce qu'on ne vient pas au travail en général en disant « mes 3 valeurs les plus importantes, c'est ça ». C'est soit implicite, soit même tabou, le plus souvent. Pire encore, c'est souvent caché par les valeurs corporate officielles de la boîte. Il y a un jeu de valeurs et tout le monde est censé s'y ranger. C'est quand même n'importe quoi, parce que chacun de nous étant différent, chacun a le droit d'avoir des systèmes de valeurs contrastés. Alors, je distingue bien les systèmes des valeurs, des faits scientifiques et des projets. Je dis juste que si vous pensez embarquer ou rallier tout le monde sur votre système de valeurs à vous, c'est cuit d'avance. Alors, il y a plein d'exemples de ça. Je vous ai mis ici des liens vers des vidéos. C'est des vidéos cliquables sur des études de cas pour passer du cœur aux actes dans des entreprises variées, grosses ou petites. Un premier, c'est Antoine Fievet, le président de Bell. Bell, c'est les vaches qui rient et la pomme-pote. Antoine Fievet est passé aux actes concrètement pour rehausser le prix du lait servi aux éleveurs laitiers, un peu, pas beaucoup, mais un peu, afin de leur permettre d'avoir des pratiques plus écologiques. Ce que n'a pas fait son concurrent Lactalis. Alors moi j'ai posé la question à Antoine, je lui ai dit mais au nom de quelle valeur tu as fait ça? Alors il y a des raisons stratégiques et tactiques à le faire bien entendu, mais au-delà de ça, lui en tant que personne, pourquoi il a appuyé sur le bouton? Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire il a une fibre écologique et il se soucie de l'agroécologie, etc. Bon, la réponse est pas trop, je ne veux pas dire pas du tout, mais pas trop. Dans le top de ces valeurs, il y a être pionnier et être compétitif. Donc s'il a pris cette décision, ce n'est pas parce que lui-même a dans le top 3 de ses valeurs la question écologique, mais parce que lui-même veut être un champion et un pionnier. Mais pourtant, il l'a prise, et ça va plutôt dans le bon sens. Donc je voulais vous donner vraiment cet exemple-là pour bien dire que il n'est pas nécessaire de blâmer des personnes pour des valeurs qui seraient contraires aux vôtres, ça ne mène à rien d'une part, et que d'autre part, on peut prendre un certain nombre de décisions stratégiques fortes sur la base de valeurs très contrastées. Autre exemple, HLU Café, c'est un remake de Caméra Café pour ceux qui aimaient bien regarder ces épisodes à la télé, où c'est une interview d'un patron de PME qui s'appelle Michel Meunier, qui est une entreprise à mission dans l'Oise, qui est pour le coup, lui, un révolutionnaire écologiste carabiné, qui a décidé de révolutionner la menuiserie et la serrurerie, d'installer des objets de seconde main, y compris dans le BTP, et même de refuser certains clients au nom de ces valeurs, parce que ces clients ne les payaient pas assez pour faire des bons produits écologiques. En refusant des clients au nom de ces valeurs, il a perdu 60% de son chiffre d'affaires dans un premier temps. Son comptable lui avait dit « mais t'es complètement fou, Michel, tu vas couler ta boîte ». Mais il a persisté. Il a eu le courage de le faire et en conséquence, il a signé d'autres contrats avec des clients qui lui servaient un meilleur prix pour la prestation fournie. Donc, lui est une tête brûlée, mais une tête brûlée alignée, courageux, au nom de ses propres valeurs. Bon, donc c'est un petit peu 2 extrêmes que je voulais vous montrer pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez en voir plus, cliquez sur à droite, études de cas, passez du cœur aux actes en pratique. Parce que là encore, il n'y a pas un seul modèle de leadership. Heureusement, chacun étant différent, il y a plein de façons de passer aux actes. Alors, je vais finir avec autre chose que les systèmes de valeurs. Je vais vous parler un petit peu de l'intuition dans un monde complexe. Bon, alors là, 2025, ça s'annonce une année pas forcément très simple, tant au plan économique que géopolitique, que ce que vous voulez. Et pour réussir à faire une redirection écologique de son entreprise, il faut s'autoriser encore plus d'intuition.